Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvellement élu pour un second mandat, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prêté serment lors de son investiture ce mercredi 19 juin à Johannesburg. Son engagement de changer le pays porte sur l'équité, la transformation économique et le renforcement de la démocratie. 50 millions de dollars, c'est l'enveloppe financière qu'a approuvée la Banque mondiale. Cette enveloppe sera destinée à la construction de routes urbaines dans la région nord-ouest du Cameroun. Et puis, à la page culture, nous recevons l'acteur français d'origine sénégalo-guinéenne, Seydina Baldé. Il vient nous parler de son dernier projet, Lex Africana, une série qui combat l'injustice où l'action, le polar, le thriller et le romantisme se côtoient avec le réalisme et l'esthétique. Il est l'invité de ce journal. Une nouvelle ère souffle en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a prêté un serment pour son second mandat de 5 ans à la tête de la nation arc-en-ciel, élu grâce à l'alliance formée entre son parti l'ANC et des partis d'opposition. Son engagement porte désormais sur l'équité, la transformation économique et le renforcement de la démocratie. Le président Cyril Ramaphosa devrait désigner un gouvernement d'union nationale tourné vers la réalisation des défis politiques et socio-économiques. Le chef de l'État a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue national inclusif. Les détails de Nathalie Mo. Le 19 juin 2024, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment pour un second mandat de 5 ans à la tête de l'Afrique du Sud. Il a ainsi ouvert l'ère de la 7e administration démocratique dans le pays d'Afrique australe. Durant sa précédente mandature, le président Ramaphosa a axé son action sur l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Désormais, il porte son engagement sur l'équité, la transformation économique et le renouvellement démocratique. C'est un moment d'une importance fondamentale dans la vie de notre nation. C'est un moment où nous devons choisir entre avancer ensemble ou risquer de perdre tout ce que nous avons construit. En ce moment, nous devons choisir d'aller de l'avant, réduire les distances entre les Sud-Africains et construire une société plus égalitaire, traduire la promesse de notre Constitution et la vision de la Charte de la liberté en une réalité pour tous. 30 ans après la première élection démocratique et l'arrivée au pouvoir du président Nelson Mandela, le pays sera dirigé par un gouvernement d'union nationale pour la seconde fois de son histoire. Après son investiture, le président Cyril Ramaphosa devrait désigner un gouvernement qui inclura les nouveaux alliés de son parti, le Congrès national africain ANC, issu principalement du parti d'opposition Alliance démocratique. La coalition, qui compose 68% du Parlement, aura pour principal défi le relèvement de l'économie marqué par un taux de chômage des jeunes de 45,5% et une inflation évaluée à plus de 5%. Les partis du gouvernement d'unité nationale d'aujourd'hui ont convenu de travailler ensemble pour relever les défis les plus urgents. Notre nation. Les partis ont adopté une déclaration d'intention dans laquelle elles se sont engagées à poursuivre une croissance économique rapide, inclusive et durable. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue national inclusif. Il s'agit pour le chef d'État d'accroître la participation de l'ensemble de près de 60 millions de Sud-Africains au processus de développement de la nation arc-en-ciel. Ils veulent rassembler plus d'1 milliard de dollars lors du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale qui s'est ouvert ce jeudi 20 juin à Paris. Objectif, accélérer la production de vaccins sur le continent. Cette volonté est affichée par la France, l'Union africaine et Gavi, l'Alliance du vaccin. Durant le forum, un nouveau mécanisme de financement innovant baptisé African Vaccine Manufacturing Accelerator doit officiellement être lancé pour donner les moyens de leur indépendance vaccinale aux pays africains. Le projet est de produire 60% des doses qui leur seront nécessaires à l'horizon 2040.
Pour la construction de routes urbaines dans la région nord-ouest du Cameroun, la Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 50 millions de dollars. Ce financement fait partie du projet de développement du secteur des transports. Il permettra d'améliorer l'efficacité et la sécurité des transports sur le tronçon Badadjou-Bamenda du corridor de transport Yaoundé-Bamenda. Il permettra également de renforcer la sûreté dans certains aéroports du pays. Les explications de Marie-Raphaël Tolo. Pour soutenir la construction des routes urbaines dans la région nord-ouest du Cameroun, notamment dans la ville de Bamenda, la Banque mondiale a approuvé un décaissement de 50 millions de dollars le 14 juin 2024. Ce fonds fait office d'un financement supplémentaire qui porte le financement total de la Banque mondiale pour le projet de développement du secteur des transports au Cameroun à 242 millions de dollars. Les 50 millions de dollars décaissés par l'une des 5 agences du groupe de la Banque mondiale, notamment l'IDA, viennent renforcer l'efficacité du secteur des transports au Cameroun. C'est une très bonne chose, surtout lorsque nous sommes sur le tronçon Bamenda-Babadjou ou inversement, lorsque vous venez de Bafoussam, Babadjou-Bamenda, c'est une très bonne chose parce que ça fait une bonne quinzaine d'années que cette route était totalement dégradée. L'accès y était très difficile. Les routes dans la région du Nord-Ouest se sont considérablement dégradées en raison de la crise sociopolitique qui secoue cette partie du pays depuis 2017. Ainsi, l'amélioration de ces infrastructures routières devrait favoriser l'interconnexion entre cette région et le reste du Cameroun, mais aussi stimuler les échanges avec le Nigeria voisin en renforçant l'économie des régions du Nord-Ouest et de l'Ouest du pays à travers la création d'opportunités commerciales et d'emplois pour les jeunes. Cette transnationale même prend le relais à Enugu et va loin jusqu'à Dakar au Sénégal. Donc, on voudrait que dans un avenir relativement bref, le continent soit traversé du nord, nous sommes là en Égypte, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, et de l'est, le golfe des Afar, nous sommes à Djibouti, jusqu'au Sénégal dans le golfe de Guinée. Si cela est fait avec le financement que nous avons reçu pour ce qui est du tronçon Bamenda-Babadjou, ce serait une très bonne chose que le Cameroun apporte sa partition justement dans cet élan global continental de consacrer l'intégration économique africaine par la voie des routes. Décaissée par l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, cette subvention de la Banque mondiale à taux d'intérêt faible vise à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des populations des pays les moins avancés et en développement. Comment la digitalisation des services dans les entreprises augmente leur performance? Une étude du secrétariat général de la présidence togolaise sur la dynamique économique des marchés émergents vient de répondre à cette question. En réalité, grâce au renforcement de la numérisation, le chiffre d'affaires des entreprises togolaises utilisant les technologies numériques serait porté en moyenne à plus de 50% des performances qui pourraient améliorer significativement l'économie du Togo. Pauline Minka. Au Togo, l'adoption des technologies numériques par les entreprises a significativement amélioré leur performance avec une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de plus de 50% par rapport à celles qui ne les utilisent pas. Selon une étude menée par la ministre secrétaire générale de la présidence, Sandra Johnson, les petites et moyennes entreprises ont enregistré une hausse de 29% de leur chiffre d'affaires, tandis que les grandes entreprises ont connu une augmentation de 13%. Les entreprises du commerce extérieur affichent une augmentation remarquable de 51%. Lorsqu'on ramène le service, lorsqu'on apporte de l'information, parce que la digitalisation permet d'abord aux entreprises de mieux connaître les clients, de connaître leurs besoins et de pouvoir innover, parce qu'il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de croissance sans innovation au niveau des entreprises. Donc, ces deux éléments me semblent d'abord importants. D'abord, la digitalisation au niveau des entreprises, c'est d'abord c'est le gain du temps dans les transactions, dans les activités. Cette étude souligne l'impact positif des politiques de digitalisation mises en place depuis 2009 sous l'impulsion du chef de l'État togolais. Les petites et moyennes entreprises ainsi que celles du commerce extérieur bénéficient davantage de la numérisation comparée aux grandes entreprises. Plusieurs facteurs influencent cette performance, notamment le niveau d'éducation des gestionnaires,
l'investissement en recherche et développement et la localisation géographique des entreprises. Une digitalisation, lorsqu'on rentre dedans, il faut tenir compte de tout ce qui est lié comme à la cybersécurité, la sécurisation des systèmes de données et de l'information, mais aussi ce qui est lié à la mise en place des plans de continuité, des plans de reprise informatique qui sont très importants dans les entreprises, qui sont tributaires de ces outils informatiques. Le Togo, grâce au soutien de programmes comme le Millennium Challenge Corporation, vise à devenir un hub numérique en Afrique de l'Ouest. En optimisant l'usage des technologies numériques, le pays peut améliorer significativement la performance de ses entreprises non agricoles, stimulant ainsi l'économie nationale. C'était un sujet de Philippe Akwa. Il a découvert les arts martiaux grâce au cinéma. À 16 ans, Seydina Baldé se met au karaté. Combattant hors pair, il devient le capitaine de l'équipe de France et termine sa carrière avec 5 titres de champion du monde. Sa reconversion est assurée dans le cinéma. Il crée son entreprise de production, Shimazo Productions, pour la télévision et le cinéma. Comédien, acteur, sportif, Seydina Baldé joue dans Femme fatale de Brian De Palma, The Doc de Danny, puis une consécration en 2006. Il est aux côtés de Daniel Craig dans Casino Royale, L'ex-Africana et son tout dernier projet, une mini-série où l'action, le polar, le thriller et le romantisme se côtoient. Seydina Baldé est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci. L'ex-Africana est votre dernière production, une série réalisée avec Manuel Dizio. De quoi parle cette série ? Alors c'est un thriller d'action où, comme vous l'avez très bien cité, le thriller, le polar et le romantisme se côtoient. C'est le retour au pays d'un architecte de génie qui fait partie de cette diaspora africaine, qui était parti en Asie pendant plusieurs années pour travailler là-bas et qui rentre malheureusement pour les funérailles de son père, avec qui il était en froid depuis plusieurs années. Donc il revient dans des circonstances vraiment tragiques pour enterrer son père, mais très rapidement, il soupçonne que cette mort soit naturelle, d'un simple accident de voiture, et il commence à enquêter, il pose des questions et il voit qu'il se heurte à des barrières, à des obstacles. Et donc ça renforce son envie d'enquêter et de découvrir la vérité. La série a été entièrement tournée au Sénégal, précisément à Dakar. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est le pays que je connais le mieux, déjà pour commencer, ma mère est sénégalaise, mais aussi parce que Dakar est une ville magnifique. D'ailleurs, Dakar est l'acteur principal de la série. Ses couchers de soleil, ses levées de soleil, cette corniche absolument sublime. J'avais envie de créer un projet qui mette en avant cette ville et un genre de film qu'on n'a pas l'habitude de voir en Afrique, c'est-à-dire l'action, le polar, le thriller. Gabriel Alucham, c'est le personnage, en tout cas central de ce film, qui revient au pays. Est-ce un peu votre histoire ? Parce que Gabriel Cham est expert en arts martiaux, il a séjourné en Asie. Pourquoi vouloir venger son père ? Alors, ce n'est pas du tout mon histoire, parce que je me suis vraiment éloigné de ce personnage-là. Lorsqu'on a écrit avec Manuel Dizio, nous avons écrit cette série. Et Gabriel est un héros malgré lui. Il n'est pas du tout destiné à ça, en réalité. Il a appris par accident de parcours les arts martiaux en Asie lorsqu'il était sur place en train de travailler là-bas en tant qu'architecte. Et il venge son père parce qu'il se rend compte assez rapidement que quelque chose cloche autour de la mort de celui-ci. Et que des forces, des personnes lui cachent la vérité. Et il va se retrouver, malgré lui, pourchassé par une horde d'hommes et de forces qui vont essayer de le faire taire. Comment il va s'organiser, Gabriel Cham ? Il va s'organiser avec l'aide de sa mère, avec l'aide de son ex-copine, Lika. Il va s'organiser avec aussi l'aide de son cousin, Bakar, même si celui-ci, Bakar Trafalgar, lui apporte aussi un autre problème. Il va se servir des gens qu'il aime et qui l'aiment. Et aussi, il va se servir de son intuition et de sa forte persuasion et de son envie de justice. Le film a été joué au Sénégal. Il y a des acteurs africains qui participent, particulièrement sénégalais. Pourquoi avoir pris le choix de faire participer les acteurs du continent dans ce film-là ?
parce que c'est une série qui est dédiée, qui est dédicacée à l'Afrique, au Sénégal pour l'instant. Et d'ailleurs, dans le titre qui est Lex Africana, nous avons vocation à voyager dans toute l'Afrique, francophone, anglophone, est, ouest, nord, sud. Le point de départ et le point central est Dakar. Mais parce que les acteurs sénégalais sont d'excellents comédiens qui méritaient, pour peut-être la première fois, d'avoir une exposition internationale. Et d'ailleurs, Lex Africana est une série internationale d'origine africaine, coproduite par la France. Voilà, en fait, c'est un mix de tous ces continents-là et de tous ces talents. Dans le film Lex Africana, il y a un volet politique. Le film brosse, en tout cas ce projet de série, le monde de la corruption, le manque d'équité, la fragilité des États africains. Pourquoi ce choix de thème? Alors, nous avons d'ailleurs, et c'est une question très intéressante, nous avons mis en avant justement, nous avons cassé les clichés. Dans Lex Africana, il s'agit d'équité, il s'agit de pouvoirs politiques qui visent à l'amélioration et qui croient au futur de l'Afrique. Il y a, comme dans toutes les sociétés, comme en Europe, en Occident, en Asie, des éléments de ces États-là qui sont corrompus, mais dans Lex Africana, nous avons mis en avant la lumière, justement, la justice qui est faite par la police sénégalaise et non pas par une police étrangère. Donc des policiers sénégalais ont soif de justice et travaillent de manière intègre. Il y a également le pouvoir en place, la Confédération africaine, qui est là pour promouvoir le futur prospère de l'Afrique. Donc au contraire, nous avons vraiment mis en avant ce qui est en plus de ça une réalité, hein, au travers de la fiction dans la série, d'un futur prospère en Afrique avec des forces et des personnalités très fortes qui sont là pour justement relever ce magnifique continent. Que pensez-vous du cinéma africain dans sa globalité? C'est un cinéma très intéressant, c'est un cinéma très riche qui commence maintenant à se faire connaître à travers les divers festivals à travers le monde et qui manque encore un petit peu d'exposition. Et c'est en toute humilité ce qu'on a essayé de faire avec Lex Africana, avec le groupe Canal+, évidemment, et Media One, le studio Media One, de porter un petit peu l'Afrique, de pouvoir exporter la série. Voilà, l'idée c'était de partir en Afrique, de faire un contenu africain, international, et qui a vraiment cette visée mondiale qui peut plaire et qui peut répandre le message que l'Afrique aujourd'hui est en capacité de faire du cinéma de très haute qualité. C'est important de remettre le curseur sur le continent. Et pourquoi c'est important? C'est très important, puisque justement c'est un peu un trésor caché. L'art africain est quand même relativement connu, on connaît très bien la musique diverse africaine évidemment, le cinéma est beaucoup plus timide, et puis nous avons aussi un pléthore de séries africaines, que ce soit au Sénégal, en Guinée, que ce soit évidemment en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays, mais peut-être encore un petit manque, je dis bien un tout petit manque de cohésion et de puissance pour que tous ces projets soient vus. Et ça passe par des séries de très haute qualité, et ça passe aussi par le cinéma, par les films, le long métrage. Et d'ailleurs, j'ai de très beaux projets de films cinématographiques en Afrique. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes acteurs qui aspirent à une carrière dans l'industrie du divertissement? Du travail et encore du travail. Pour devenir acteur, et aussi je voudrais passer à ce message-là. Alors, il faut évidemment beaucoup travailler son sujet, maîtriser son sujet, se mettre en danger, se mettre en difficulté, sortir de sa zone de confort. On n'est pas acteur parce qu'on a décidé à partir de son canapé à la maison et on pense qu'on est comédien. Il y a une technique, il y a un vrai travail, il y a un travail technique très très important, mais aussi il n'y a pas que l'acting, il n'y a pas qu'acteur. Tout le monde ne peut pas devenir une vedette. Il y a aussi des métiers qui sont derrière la caméra, des métiers de réalisation, les métiers du son, de la décoration, des métiers de la lumière qui sont très très importants, et j'invite aussi les jeunes Africains à se diriger vers ces métiers-là. Revenons un peu au titre Lex puis Africana. Pourquoi ces deux composants? C'est du latin qui signifie les lois du peuple africain ou les lois africaines. Voilà. Et c'est un petit peu ce dont pourquoi Gabriel Alutiam se bat malgré lui
Et plus on va avancer dans le récit, plus ce titre va prendre tout son sens. Merci d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci de à 12 vous. heures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.